Johan Roustel me dit « Monaco vient de fêter ses 100 ans, des personnes iconiques étaient présentes, pour ne pas faire trop long, si je te demande 3 joueurs qui ont fait l'histoire, tu dis. » 3 joueurs qui ont fait l'histoire de Monaco. Je vais dire Delionis, parce que forcément, c'est l'homme de tous les records, et c'était alors un buteur à l'ancienne, certes, mais c'était quand même un sacré buteur. Et puis, je dirais Henri Trezeguet, même si j'aurais pu citer Gallardo, Marco Simone, Falcao, Bernardo Silva. Il y a eu beaucoup de très bons joueurs dans ce club, mais bon, Henri et Trezeguet, parce que ils se sont révélés à la SM avant de faire une très grande carrière. Clem me dit « Comment analyses-tu le début de saison de l'AS Monaco et vois-tu cette équipe aller loin en Ligue 1 et en Ligue des Champions ?» Je pense que les 2 derniers matchs à Louis II de Monaco contre Le Havre et contre Montpellier, avec 2 victoires, alors une assez difficile à se dessiner contre Le Havre et une quasiment miraculeuse contre Montpellier avec un but de Camara à la 98e minute, ça doit vraiment être l'axe de progression que doivent que doivent suivre les joueurs monégasques, qui effectivement contre Barcelone ont tout de suite réussi à élever leur niveau de jeu de façon très élevée, et qui sont peut-être un petit peu plus dilettantes qu'en d'autres équipes qui semblent plus à leur portée. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est là que ce club et ses joueurs et cette équipe doit encore progresser. Et si effectivement ils gomment ses défauts, je pense qu'effectivement ils peuvent aller loin et peut-être enquiquiner le PSG le plus longtemps possible. Elias Recham me dit « Serais-tu favorable à une grève des joueurs contre les calendriers surchargés, comme l'ont évoqué Koundé, le malheureux Rodri, et plus anciennement Guardiola ?» Alors j'ai fait un tweet au moment de la blessure de Rodri, et j'ai eu une kyrielle d'agressions ou de réponses agressives, comme on veut, toutes plus populistes les unes que les autres, en disant moi je travaille 40 heures par mois pour 1200 balles, les pauvres chéris, ils gagnent des millions, sont payés pour jouer au foot, moi je veux bien me péter le genou pour gagner 500 000 par mois, enfin des trucs qui n'ont pas de sens et qui sont, je dirais, totalement déconnectés de la réalité. Je veux dire, le foot est avant tout un spectacle, et c'est surtout les gens qui ont peu de moyens, qui sont fans de ce spectacle. Et quand on me dit oui, mais il y a des grands effectifs, il y a qu'à faire tourner. Ouais, mais il y a qu'à faire tourner, sauf que quand Manchester City reçoit Arsenal, c'est pas le moment de faire tourner, c'est le moment de faire jouer sa meilleure équipe, donc de faire jouer Rodri. Je pense que au-delà de la fatigue des joueurs, je pense que le danger, mais vraiment le danger qui guette le foot en ce moment, c'est cette accumulation de matchs qui fait que, moi je le vois à mon petit niveau avec ma petite chaîne YouTube, je suis tous les soirs devant ma télé chez moi à regarder des matchs. Regardez là, si on prend depuis jeudi dernier, jeudi Europa League, vendredi championnat, samedi championnat, dimanche championnat, lundi repos, mardi Ligue des Champions, mercredi Ligue des Champions, jeudi Ligue Europa, vendredi championnat, samedi championnat, dimanche championnat. C'est trop. C'est trop. Alors évidemment, tout le monde n'est pas comme moi à devoir regarder tous les matchs pour animer sa chaîne, mais c'est trop. Et multiplier les compètes, ça va diluer l'intérêt de certaines. Et je pense que le foot file un mauvais coton, et que les joueurs ont peut-être pas raison de faire grève, mais ont raison de gueuler. Effectivement, si on ne les entend pas, à un moment donné, ils n'auront d'autres ressources que de faire grève. Guillaume Alicia me dit « Ali Wahi, une nouvelle fois catastrophique. Comment Marseille a-t-il pu dépenser une somme pareille pour cet attaquant ?» C'est-à-dire que il est évident qu'Eli Wahi a un gros potentiel. Ça, personne ne peut le contester. Après, j'aimerais comprendre le raisonnement des dirigeants de Marseille. C'est un mec qui est à Montpellier, qui brille à Montpellier, qui franchit une petite marche en allant à Lens avec la Ligue des Champions et qui échoue. Et comment tu peux supposer
qu'un joueur qui a échoué en passant de Montpellier à Lens peut performer en passant de Lens à Marseille. C'est impossible parce que tu rates un match à Marseille, ce qui lui est arrivé, tu te fais brûler, et derrière, t'es tout de suite sur le reculoir. Donc voilà, c'est très compliqué pour Oli Wahi, qui en plus a la menace de Neil Maupay dans les pattes, et j'ai peur que cette saison effectivement soit difficile pour lui. Yvous me dit France contre Israël qui se jouerait en Hongrie. Je suis un peu surpris du choix du pays. Qui a décidé de ce choix? Un des deux pays où l'UEFA, au vu de la situation géopolitique. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut regretter qu'Israël ne puisse pas venir jouer en France de façon normale. Je vois pas bien en quoi les footballeurs israéliens sont responsables des choix politiques de Netanyahou. Donc déjà, effectivement, faire jouer Israël à Saint-Denis, c'est une idée du démon. C'est compliqué. C'est compliqué. J'avoue que j'ai pas de solution, mis à part regretter profondément cette situation. Pascal du 82 me dit: avez-vous déjà rêvé de commenter Roland-Garros? Vous a-t-on déjà proposé un rôle médiatique dans ce sport que vous aimez tant? De toute façon, j'ai jamais été en situation de commenter Roland-Garros puisque j'ai jamais travaillé sur la chaîne détentrice de droits, c'est-à-dire France Télé. Très personnellement, le tennis sur terre battue est de loin le tennis qui me fait le moins rêver. Maintenant, j'ai déjà commenté 2 fois du tennis grâce à Canal au tournoi de Bercy. J'ai commenté 2 fois Richard Gasquet et Roger Federer, qui sont mes 2 tennisman préférés. Richard étant un vrai bon copain et Federer étant mon idole absolue. Federer, il avait joué 2 fois contre des Italiens, Fognini et Seppi. Il leur a mis 2 branlés d'ailleurs. Et voilà, c'était... Puis en plus, moi, en tant que joueur de tennis, j'étais beaucoup plus fort en indoor qu'à l'extérieur. Donc vraiment, Bercy, c'était pour moi le tennis que j'aime et que j'aimais pratiquer. Donc oui, mais bon, c'est vrai que finalement, grâce à Alcaraz, ma passion pour le tennis perdure. Question d'Aymeric Levionnois. Un mot sur Laurent Paganelli. Étais-tu ami avec lui à l'époque du Canal Football Club? Es-tu toujours en contact avec lui? Merci. Oui, Laurent est, de tous les gens de Canal, celui, en même temps il est presque le seul, qui a gardé un contact avec moi. Il y a lui et puis il y a Geoffroy Garretier, un petit peu Clément Gachny aussi. Pour tous les autres, je suis mort, donc comme ça ça mérite d'être clair. Laurent, il m'a vraiment défendu corps et âme tant que c'était utile. Et puis voilà, on garde contact, on s'appelle de temps en temps, on s'écrit de temps en temps, voilà. Je veux dire, Paganelli, il est dans la vie comme il est au micro. C'est quelqu'un d'incroyablement enthousiaste. Je pense peut-être même que parfois son enthousiasme cache peut-être certaines douleurs, mais voilà, je l'aime beaucoup et je lui suis très reconnaissant de m'avoir conservé son amitié après tout ça. Twitou me dit, pas une question foot, mais une question technique. Oula. N'est-il pas possible de diffuser tes vidéos avec une meilleure résolution, pas forcément en 4K, mais au moins en 1080, car regardant YouTube sur la TV, les résolutions habituelles en 360p piquent un peu les yeux, merci. Alors déjà, là, tu me parles en chinois. Sachez que j'ai fait l'acquisition, je ne vais pas vous mentir, d'une caméra, que voici, et d'un micro, que voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, il est évident que je suis totalement incapable de mettre ça en service tout seul. Donc j'attends que mon jeune padawan vienne me mettre tout ça en place et j'espère qu'à ce moment-là, vous aurez une meilleure image en qualité.
Pour l'instant, je fais ça avec mon iPhone, donc effectivement, ça a ses limites, d'autant plus que bon, l'éclairage chez moi est pas extraordinaire. De toute façon, je déménage dans 15 jours et on verra dans ma nouvelle maison provisoire, puisque je vais en location pendant quelques mois en attendant que mes travaux de ma nouvelle maison soient terminés. Si la qualité de la lumière sera meilleure. Victor Prévost me dit, la dernière fois tu as émis un doute sur la qualité réelle des attaquants qui scorent en Bundesliga. Guirassy, Tel, il score pas tant que ça, il joue pas. Quand on voit la bonne perf des clubs allemands et leurs joueurs en Europe, ne devrait-on pas plutôt questionner la capacité des clubs français à les mettre en valeur? Oui et non, parce que on le sait, la Bundesliga est un championnat totalement porté vers l'attaque. C'est-à-dire, même le dernier, il va jouer pour marquer les buts au Bayern. Alors parfois un petit peu la fleur au fusil d'ailleurs. Donc c'est une autre philosophie. Et c'est pas moi qui constate que Guirassy, encore une fois, n'était même pas titulaire à Rennes, que Kolo Muani n'est pas titulaire au PSG, que Etitiki était au placard au PSG, et que tous ces mecs-là performent en Bundesliga. Voilà, je dis pas que c'est un championnat plus facile ou plus difficile, je dis que c'est un championnat plus offensif, et qu'évidemment, plus tu donnes à des équipes des possibilités de marquer, voilà. Après, on verra déjà si Guirassy performe autant avec Dortmund qu'avec Stuttgart. Et quant à Tel, encore une fois, je pense qu'il va falloir le prêter parce que là, il ne joue vraiment plus du tout, quoi. Yvous me dit, rien de Chergui qui peut être décisif comme il l'est depuis 3 matchs, mais le joueur a parfois des longues périodes d'absence. Quel est le niveau réel de ce joueur, à ton avis? Peut-il encore éclore et briller dans un autre environnement que Lyon? Je ne sais pas si le problème pour lui, c'est vraiment de briller dans un autre environnement que Lyon. Le problème, c'est de briller tout court. Les qualités, tout le monde le sait, il en a, des qualités d'évitement, des qualités de dribble, des qualités de perforation. Contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'il doit beaucoup progresser dans la vision du jeu et dans le geste décisif, que ce soit la passe ou dans le but. C'est un gros potentiel. Bon, là, il se trouve que sur 3 matchs, il a réussi à exploiter ce potentiel. Il y a tant de matchs où il n'a pas réussi à exploiter que c'est difficile de tirer des conclusions. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que il va continuer à progresser parce que Lyon en a besoin. Je dirais même le foot français pourrait, si vraiment il confirmait son explosion, pourrait en avoir même besoin tout court. Mohamed Camara me dit, on vient d'assister à l'UFC Paris 3 qui a encore fait sale comble en un temps record. Que penses-tu de ce sport, de ses porte-drapeaux français, de sa popularité exponentielle, longtemps interdite en France, très à la traîne sur le sujet jusqu'il y a 4 ans? Alors écoute, je n'en pense rien parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai absolument pas regardé. Je trouve ça quand même incroyablement violent quand je vois la tronche avec laquelle Saint-Denis a terminé. C'est chaud quand même, quoi. Je trouve ça extraordinairement dangereux pour la santé des combattants. Donc non, c'est pas un sport qui m'attire du tout. Pépite de chocolat. Il semble que la défense de Rennes fasse souvent des boulettes. J'y vois un manque de cadre depuis le départ de Traoré il y a 2 saisons et à guerre d'avant. Comment expliques-tu cette stratégie 100% jeune derrière qui ne semble pas fonctionner? Ostigard, il a 24 ans. Il a pris le bouillon contre Barcola. Alors que 24 ans, tu peux plus vraiment parler de ça de jeune. Tu parles d'un footballeur. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu rames? C'est un footballeur qui commence à être pas dans la force de l'âge, mais qui arrive dans la force de l'âge. Effectivement, déjà l'année dernière, la défense de Rennes était trop jeune, et je suis très surpris que le club n'ait pas recruté un défenseur d'expérience. D'ailleurs, il était question à un moment donné du retour d'Aguerd. Je pense que ça aurait été une super solution.
Mais bon, d'une manière générale, je pense que le recrutement de Rennes, ça fait trop de nouveaux, trop d'étrangers d'un coup, encore une fois, et qu'en plus, je suis pas du tout certain que Stéphane soit l'entraîneur idéal pour ce genre de système et puis de philosophie. En même temps, je pense que le nouveau directeur sportif, il doit déjà avoir, depuis qu'il est au club, un remplaçant en tête pour Stéphane.